Eh bien, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode 7 de Parole de lecteur. Aujourd'hui, j'ai mon invité, il est juste à côté de moi. Je vous rappelle rapidement l'idée. Mon livre, Adieu cancer, qui est mon témoignage sur mon combat contre le cancer et comment j'ai été acteur de ma guérison. Et mon invité choisit un extrait du livre, une partie du livre qui lui a plu, voilà, ça lui a fait ressentir des choses. Voilà. Et du coup, on en parle ensemble, il le lit, on en parle ensemble et on débat là-dessus. Moi, je dis ce que j'ai ressenti et puis on avance comme ça. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir mon copain entrepreneur, Ludovic Salen. Salut Guillaume, Salut Ludo. merci à toi pour l'invitation, de m'avoir réservé l'épisode 7. C'est mon numéro fétiche. Voilà, c'est vrai. Donc ça tombe bien, il n'y a pas de hasard. Donc je suis très heureux d'être là avec toi. Et effectivement, bon, quand tu m'as demandé de choisir un extrait pour ton livre, ça a été un peu une galère parce que je t'ai dit, il y a plein d'extraits et c'est plus une tendance globale. Mais j'ai quand même trouvé, il y avait plein d'extraits qui m'ont particulièrement touché. Il y a des trucs qui m'ont beaucoup parlé par rapport à mon histoire et même si sur la forme, on n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas eu les mêmes symptômes, on va dire, on a eu certaines révélations en commun. Donc, j'ai choisi un extrait qui tourne autour de ça. Ok, bah écoute, on va parler de tout ça après. Est-ce que Yes. avant, je sais que tu es très connu, mais quand même, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, bah moi-même, est-ce que je me connais vraiment? C'est la Mais oui. question qu'on pourrait se poser. Mais effectivement, donc moi, c'est Ludovic Salen. Alors, je suis entrepreneur, comme le disait Guillaume précédemment. Grosso modo, j'ai une agence digitale. J'accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, que ce soit d'un point de vue marketing, commercial. Donc, en gros, je suis pas mal dans la conduite du changement. C'est-à-dire que je rencontre des équipes qui ont certaines habitudes, qui fonctionnent très bien, qui ont leur quotidien, etc. Et puis, on leur demande de changer parce qu'il y a de nouveaux outils, parce qu'il faut rester compétitif, etc. Et forcément, passer de sa zone de confort à une zone de changement, il y a pas mal de, on va dire, de turbulences, si on reprend l'analogie avec un vol. Et du coup, je suis là pour les accompagner dans ces turbulences-là et leur permettre d'atteindre leurs objectifs grâce au changement du digital. Ok, super. Et du coup, ton agence, tu l'as créée en 2013, je crois. Exactement, tu es bien renseigné. Donc, ça fait 8 ans maintenant, effectivement. Donc, il y a eu plein de rebondissements. Et je l'ai créé après avoir créé mon blog. En fait, j'ai lancé un blog sur le marketing digital, donc à peu près en même temps. Et quelques semaines après avoir lancé ce blog-là, en fait, j'ai reçu des demandes de devis. J'ai découvert ce qu'on appelle l'inbound marketing par la pratique. Du coup, en me rendant compte qu'en créant du contenu sur Internet, on pouvait être visible, générer des demandes de devis, signer des clients et donc développer du chiffre d'affaires grâce à cette méthode. Et c'est ce que j'ai commencé à implémenter chez mes clients et ça a démarré comme ça en 2013. Ok, super. Et nous, du coup, on s'est rencontrés parce qu'on est à Vrai et on était dans cet écosystème Ouais, d'entrepreneurs à tout à Vrai. Et fait. du coup, on s'est rencontrés notamment dans un lieu commun de coworking. Et Exact. puis, après, on s'est pas lâché, on s'est toujours tenu proche. Et puis, voilà, l'amitié est arrivée, etc. Et puis, il a été aussi un élément important dans ce combat parce que quand on est entrepreneur, et que vous êtes malade, Mm. vous comprenez très vite que si vous n'avez pas un entourage, une famille, des copains qui continuent à vous faire travailler, vous pouvez très vite vous retrouver, Ouais, je vais être un peu cru, mais sur un carton, quoi. Parce ouais, qu'il n'y a ouais. plus de revenus, il n'y a plus rien. Ouais, c'est clair. C'est quand on est entrepreneur, ouais, effectivement, c'est là qu'on se rend compte que le système de santé, quand on est salarié, etc., c'est pas si mal en fait. Et effectivement, du jour au lendemain, si on n'a pas appris les bonnes protections, et qui ne protègent pas toujours de tout d'ailleurs, en fait, on se retrouve sans générer de chiffre d'affaires. Et quand on doit arrêter de bosser ou quand on ne peut plus effectivement chercher du business, etc., parce que il y a d'autres Mm, priorités, on peut se retrouver vite dans la panade. Donc c'est ça. effectivement, ouais, là, je pense qu'on est tous passés un peu par là à des moments. Et c'est bien de soutenir dans Ouais, cette, c'est ça. dans cette C'est épreuve. ça. Donc, du coup, maintenant, je vais te laisser lire Carrément, avec plaisir. ton extrait que tu as choisi. Alors, je Ça rappelle, je marche. ne le connais pas à l'avance. Extrait, c'est fait exprès, c'est pour me laisser aussi surprendre par, Yes. par le moment. Et puis, voilà, chacun raconte à sa façon.
Eh ben, ça Alors, marche. je t'écoute. Eh ben, c'est la première fois que je vais lire en live, donc pardonne-moi s'il y a des approximations. J'ai l'impression d'être un peu sur C8. Là. Il y avait un truc que tu pouvais lire la nuit. Oui, Il y a des gens qui lisent toute la nuit un livre. c'était très pénible C'est d'ailleurs. pas mal. Ça a aidé pas mal à endormir. Donc j'espère que je serai un petit peu plus punchy. Dans tous les cas, je serai surtout, surtout moins long. Mais effectivement, il y a un passage qui m'a particulièrement touché. Je vais le reprendre dès le début, puisque ça commence dès le début de la journée. C'est dans quel chapitre du coup? Donc, c'est dans quel chapitre? Alors, bonne question. Je vais faire une petite recherche rapide. C'est dans le chapitre numéro 4, donc la mise en place du traitement. Et on part avec toi en voyage justement vers le début de cette aventure-là. Donc, j'y vais. C'est parti. Il est 8 heures. Mon taxi vient me chercher pour m'emmener au CHU de Caen. C'est la première fois que je rencontre Jean-Michel. Il va devenir mon chauffeur privilégié avec qui je vais échanger sur la vie et me confier sur mes succès et mes doutes. Il me dépose devant le CHU avec mon sac à dos. Je lève la tête pour regarder ce bâtiment de toute sa hauteur. J'ai la gorge serrée, c'est un grand moment, le point de départ d'une nouvelle page de ma vie. À partir de ce moment-là, plus rien ne sera pareil. Je ne le sais pas encore, mais je vais remercier la vie de m'avoir fait ce cadeau. Vous avez bien lu, oui, c'est un cadeau. Sans cela, je ne connaîtrais sûrement pas la richesse de la vie. Une ouverture d'esprit sans limite. Je peux mener ma vie comme je le veux et je distingue très clairement ce qui est important de ce qui ne l'est pas. J'ai pris conscience que tout ce qui m'entoure a énormément de valeur, que ce que je prenais pour acquis peut disparaître du jour au lendemain. Chaque seconde compte, on le sait tous, mais ces moments obligent à passer à l'action. Voilà, c'était mon passage. Et ouais, bah, tu vois, j'ai un peu la chair de poule, j'ai la chair d'ampoule, j'allais dire, pour reprendre la vanne de Gad Elmaleh. Mais ouais, effectivement, c'est un truc qui me parle plutôt pas mal. Tu veux que j'y aille? Tu veux que Bah vas-y, j'explique pourquoi? t'as le micro, vas-y. Yes, et bah ok. Non, ce passage me parle beaucoup parce qu'il est révélateur en fait de toutes les barrières qu'on se met sur différents sujets. Et moi, je suis passé par là pour avoir fait un burn-out, donc j'ai eu la même révélation que toi en fait. Et j'ai aussi dit que le burn-out avait été la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Et pourtant, quand j'étais dans le fond du trou, c'était très difficile Tu à ne vois pas tout de concevoir. suite le cadeau. Non, non, au contraire, ouais, c'est un peu difficile à gérer. Mais en tout cas, ça m'a vachement parlé. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie d'écrire mon livre. On pourra en reparler à l'occasion. Oui, bien sûr. Mais en fait, voilà, c'est ça. En fait, ce chapitre, ce passage illustre bien en fait les barrières qu'on se met, la peur de ne pas passer à l'action parce qu'on a peur de se planter, la peur des regards des autres, la peur d'être rejeté, la peur de ce que tu veux. Et en fait, on se dit, ouais, ça, faut que je le fasse, mais on verra plus tard. Et en fait, le on verra plus tard, la procrastination, en fait, c'est une protection contre toutes les peurs que tu peux avoir de passer à l'action. Et en fait, quand tu te retrouves à prendre conscience que tout ne tient qu'à un fil, tu mets en perspective, en fait, tu mets dans la balance les peurs ridicules. Alors, les peurs, non, c'est pas ridicule. Les peurs irrationnelles, je dirais, parce que rien n'est ridicule. Les peurs irrationnelles que tu peux avoir de la peur du regard de machin, la peur de me planter, la peur d'échouer, etc. Et tu mets ça dans la balance face à la peur de plus être là et de plus pouvoir le faire du tout. Face à la vie. Et face à la vie. Et en fait, quand tu prends cette balance-là, c'est facile. Hein, la peur de plus pouvoir faire ce que tu voulais faire, elle n'est pas du tout comparable avec juste les petites peurs que tu peux avoir de ne pas passer à l'action. Et effectivement, si ton livre peut servir de message, alors à la fois pour les malades, etc., et je trouve qu'il y a plein de côtés rassurants dans ton livre, on pourra aussi l'évoquer, mais il peut parler à tout le monde, en fait. Il y a des gens aujourd'hui, et on ne va pas se mentir, je pense que c'est la majorité de la population, même si beaucoup ne l'admettent pas. Il y a plein de gens qui refusent de passer à l'action, qui refusent de changer de job parce que j'ai telle responsabilité ou parce que ça pourrait foirer, et je vais refuser, j'en sais rien, de prendre des cours de théâtre parce que je vais être ridicule, ou je vais refuser d'aller parler à cette fille parce qu'elle va me rejeter. Quand tu mets ça en parallèle avec demain, tu ne peux plus le faire parce que tu n'es plus là, en fait, ça relativise et en fait, tu dis, au pire, si je rate, au moins je suis vivant et c'est la preuve même que je suis vivant. Donc, je trouve ça hyper intéressant et le message, c'est vraiment ça. Moi, ce qui me parle dans cet extrait, c'est ce que je trouve à la fois dommage et on a été un peu tous les deux, en fait, on a eu cette prise de conscience dans la douleur. C'est-à-dire que toi, il a fallu la maladie, moi, c'est une maladie, une autre aussi, mais il a fallu qu'on souffre beaucoup pour se dire, en fait, certaines peurs, certains blocages, ils valent pas le coup. Et je pense qu'il y a une autre possibilité. C'est-à-dire que les gens qui écoutent nos témoignages, et je pense que c'est notre responsabilité justement de faire passer ces témoignages-là, on a la responsabilité de convaincre, de persuader les gens qui n'ont pas encore eu cette prise de conscience, de l'avoir avant qu'il soit trop tard. Pourquoi en fait attendre de souffrir pour prendre la décision de vivre en fait? Tu peux prendre la décision maintenant et passe à l'action, fais-le, fais mieux que parfait, j'ai l'habitude de le dire. Tu te planteras, mais c'est pas grave, tu es vivant, quoi. Et voilà, donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi
Ouais, ce c'est passage. tout ce que tu as dit là, ça a été, c'est toujours, hein, c'est mon leitmotiv après Ouais, le cancer, c'est de montrer aux gens que pourquoi on a besoin d'arriver à de telles souffrances pour juste en fait ouvrir les yeux et regarder la vie comme elle est, comme on nous la présente en fait, et carrément. la vivre comme on nous la présente, et ne Ouais, pas essayer d'anticiper des choses qui sont en fait à des millions de kilomètres, parce qu'en une seconde il peut se passer tellement de choses ouais, que c'est tu clair. essaies déjà de penser à ce soir, mais tu sais même pas en fait si ce soir il sera comme tu l'as pensé. Ouais, Et ouais, voilà, c'est c'est clair. c'est tous ces petits des trucs là, et donc c'est vivre le moment présent et faire ce qu'on a envie dans le moment présent. C'est ça. Et par contre, ce qui est très dur, et toi, tu en parles comme moi parce que tu as vécu aussi Ouais, une réelle souffrance et une réelle après reconstruction, et cetera. Hem, mais les gens qui n'ont jamais vécu ça, ils n'arrivent pas naturellement, en fait, à avoir ce switch-là. Et donc du coup, effectivement, c'est à force d'en parler, à force de balancer les messages, à force de leur dire: «Attention, ces signaux-là peuvent laisser penser que vous allez aller vers dans la mauvaise ouais. pente», et donc au bout de la mauvaise pente, il y a ça en fait. Il y a soit une maladie, soit une maladie, autre, mais une souffrance, et Mmh. donc attention, attention, sinon vous allez y aller. Il y a des gens qui aiment bien tester, ils vont pousser, ils vont y aller, et à un moment, Ouais, ils je vont se dire: sais, ouais. «Ah putain, il m'avait dit ça, mais j'ai pas écouté». Mais je pense que tu as raison, c'est notre rôle à travers nos livres, on va présenter le tien après parce que ça me tient à cœur aussi, mais de balancer ce message-là, et d'essayer en permanence de marteler, 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 Ouais, et au bout d'un moment, si on touche une personne, ouais, on aura entre guillemets sauvé une personne ouais. d'aller vers la maladie, et c'est ça le plus beau en fait. Ouais, mais carrément, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors je sais, on en a parlé plusieurs fois et toi, tu es convaincu, que ton cancer vient de certaines frustrations, de certaines angoisses que tu as pu avoir par le passé. Bon, moi, dès que c'est pas scientifique, forcément, je sais pas, c'est des choses qui vont peut-être, moins me parler, même si je suis d'accord avec toi sur le fond, j'en suis convaincu. Moi aussi, enfin, tu en parles aussi à un moment dans ton livre où tu dis que tu étais convaincu que tu allais avoir un cancer. Ouais. Heu, j'ai déjà eu ces idées aussi, dans la tête parce qu'effectivement, quand tu as certaines boules au ventre, quand tu es compressé, que tu respires mal et cetera, que tu as des douleurs physiques, Mm. c'est pas anodin, quoi. C'est ton corps qui parle et il peut se passer des choses parce que si tu l'uses, tu l'uses, tu l'uses, bah, effectivement, il va répondre. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est humain, en fait, de se dire, enfin, d'avoir besoin d'un choc pour prendre la décision de changer. Bah, tu vois, tout à l'heure, en introduction, je te disais que j'accompagnais du marketing, du commerce dans le changement. On va pas se mentir, les boîtes qui y vont parce qu'elles sont obligées, parce qu'elles font plus le chiffre d'affaires qu'elles Mm. faisaient avant, parce qu'elles sont à 2 doigts de devoir licencier ou de mettre la clé sous la porte ou de perdre certaines parts de marché. Donc elles ont pas le choix, elles changent. On l'a vu avec le covid, on parle beaucoup, des commerçants versus Amazon. Les commerçants savent qu'ils doivent aller sur internet depuis des années. Mm. Mm. Sauf qu'il leur a fallu un confinement et l'impossibilité de vendre pour se dire: «Bah, en fait, je vais peut-être aller sur internet». Et on l'a vu, enfin le covid est un beau révélateur de ça chez les gens. En fait, il y a plein de gens maintenant qui prennent la décision de changer de boîte. Enfin, moi, je vois des vagues de licenciements, que ce soit chez les managers, chez les salariés, qui se disent, en fait, mon boulot, il n'a pas de sens. J'y vais la boule au ventre. Et en fait, du jour au lendemain, je peux être confiné, privé de mes libertés. Ben, en fait, non, ben, je me casse, en fait, je C'est vais faire ça. autre chose. Et il y a un point qui est important dans ce que tu dis, quand tu dis, effectivement, les gens qui n'ont pas vécu ce choc-là, du coup, pour changer, ben, c'est hyper compliqué. Mais du coup, moi, je dirais qu'il faut s'interroger. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter parce que je sais que c'est la majorité, enfin, en tout cas, je suis convaincu, peut-être à tort, peut-être que j'essaye de me convaincre que c'est la majorité des gens, mais moi, je ne pense pas pour parler avec beaucoup, beaucoup de monde. C'est que tu as plein de gens qui ont une petite voix qui leur dit: attention, Mm. tu n'es pas sur la bonne route, attention, le temps passe. Et cette petite voix-là, en fait, on l'étouffe. Et puis on se force, on fait semblant, on fait semblant de se plaire dans le boulot dans lequel on est, on fait semblant de se perdre dans même peut-être le cercle amical Oui. ou les passions qui sont les nôtres et qu'en fait, ne sont pas vraiment les nôtres. Et en fait, on fait beaucoup, beaucoup semblant. Et il y a beaucoup de gens qui vont pas très bien, qui savent qu'il y a un truc qui va pas, mais quand on leur demande, bah oui, oui, ça va. Et eux, quand ils se posent vraiment avec honnêteté la question, c'est ouais, mais il y a un truc qui va pas, mais je sais pas quoi. Mm. Creuse le je sais pas quoi, en fait. Parce C'est que le ça. je sais pas quoi, c'est juste que, bah, en fait, ce que tu fais aujourd'hui, bah, en fait, c'est pas ce que tu veux faire. Et la question que j'aime bien poser aux gens, et du coup, je la pose aux gens qui nous écoutent, et forcément, s'il y a des gens qui traversent des maladies,
comme la tienne, bah, ça va encore plus leur parler, mais l'idée, c'est aussi que les gens qui ne passent pas par la maladie puissent se la poser. C'est tout le truc aussi. C'est bah, si votre vie s'arrête maintenant, ce soir, demain matin, est-ce que vous serez satisfait de la vie que vous avez vécue jusqu'à aujourd'hui? Et si la réponse est non, parce que j'aurais bien fait ci, j'aurais bien fait ça, ou j'aurais bien aimé faire ci ou aller vers ça, Et bah, moi, la réponse, vous l'avez en je te fait. dis que 95% des personnes vont te dire non. Ah oui, non, mais ouais, je pense même, ouais, c'est C'est une clair. statistique assez dure, hein, mais c'est la réalité. 95% des personnes arrivent, déjà avant de se poser la question, arrivent sur leur lit de mort avec des regrets. Ah ouais, mais Déjà. carrément. Donc, si vous pouvez déjà vous poser la question bien avant d'arriver à ce moment-là, parce que je vous rassure, on ne Ouais. sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on ne sait pas quand est-ce qu'on va y aller, donc il vaut mieux se la poser dans le moment présent dès maintenant. Bah, si tu te poses la question, effectivement, Ouais, mais ça, 95% de dire bien sûr que non, en ouais. fait. Bien sûr que non, je ne fais pas ce job-là. Ah Bah, ouais, mais ok, c'est donc clair. qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, écoute, je ne sais C'est clair. pas. C'est clair. Mais c'est clair, enfin, le sujet, enfin, moi, le sujet de la mort, c'est un truc que j'ai beaucoup creusé parce que c'est la peur la plus forte que j'ai eue et que j'ai presque plus. Mm. Donc, ça veut dire que j'avance bien dans mes Mm. réflexions. Mais je me souviens avoir parlé de ça avec ma psychologue, du coup, qui est une super personne. Et j'ai abordé beaucoup de sujets avec elle. Et en fait, elle accompagne des gens, justement, en soins palliatifs. Il y a des gens qui n'ont plus que quelques jours, quelques semaines à vivre. Et du coup, je lui ai posé la question, bah, face à la mort, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment on perçoit la chose? Et en gros, elle me disait, bon, forcément, c'était propre à chacun, mais qu'en gros, il y avait deux typologies de personnes. Il y avait la typologie de personnes qui avaient bien vécu, qui avaient fait toute sa vie et qui se disaient, bah, aujourd'hui, la douleur est tellement difficile, etc. Et bah, c'est mon heure, je l'accepte. De toute façon, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai profité. C'est pas pour autant que la mort est facile et qu'on est prêt face à la mort, mais en tout cas, ils l'aperçoivent en mode, bah, dans tous les cas, bah, voilà, ça arrive. J'ai fait ce que j'avais à faire, je peux y aller, je peux partir tranquille, tirer au Roland le soir de la finale à la Coupe du Monde, on peut mourir tranquille. C'est ça, quoi. Donc, il y a cette première partie de la population et c'est peut-être la minorité. L'autre partie de la population, bah, c'est les gens qui se disent, bah, en fait, je voulais faire ça, je voulais faire ça, je voulais faire ça, et qui n'acceptent pas de ne plus avoir le temps de le faire ou ne plus avoir l'opportunité de le faire. Et ces gens-là, eux, ils ont peur parce qu'ils ne veulent pas mourir, parce qu'ils veulent avoir une dernière chance de faire ce qu'ils n'ont pas fait. Et donc, bah, aux gens qui nous écoutent, je vous pose la question, hein. Dans quel camp vous voulez être? Est-ce que vous voulez être dans le camp des personnes qui, bah, j'ai fait ce que j'avais à faire et je peux y aller et bah, ça ne me fait pas plaisir pour autant. C'est pas pour autant que j'ai pas peur, mais voilà, je l'accepte. Ou alors d'être dans la catégorie de bah, j'ai tellement de regrets en fait que je veux pas partir et je m'accroche, mais dans tous les cas, tu C'est marrant partiras que tu quand me même, dises quoi. ça parce que tu te rappelles de la dernière phrase du livre. Ah ouais, bah vas-y, tu vas nous la rappeler. 95% des personnes arrivent à la fin de leur vie avec le regret de ne pas avoir fait ce qu'ils voulaient. Et si vous faisiez partie des 5%? Mais voilà, comme quoi on est bien alignés. Tu vois? Mais voilà, c'est exactement ça. Et en fait, la question qui se pose, c'est ça. Vous n'avez peut-être pas encore vécu de drame qui vous a convaincu de passer à l'action et de changer et vraiment de vivre votre vie comme vous l'entendez. Bah, posez-vous la question. Est-ce que vous voulez être dans les 95% qui vont s'agripper jusqu'à la dernière seconde en espérant que ce ne sera pas la dernière seconde et pourtant ça le sera? Ou est-ce que bah, voilà, vous voulez être dans les 5% de bah, j'ai fait ce que j'allais à faire, je dis au revoir à tout le monde et puis on verra ce qui se passe derrière. C'est ça. Si. C'est ça. Et le principal, c'est pas la réussite ou l'échec ou quoi. On n'est pas du tout dans ça. On est dans faites ce que vous avez envie de faire et faites-le de votre mieux, en fait. À partir du moment où vous le faites de votre mieux et avec le cœur, ça peut qu'être bon pour vous. Et pour moi, c'est pas être égoïste, mais c'est le plus important. C'est que ça soit bon pour moi. Ouais. Et qu'après, par extension, bon pour ma famille, puis par extension, bon pour voilà, etc. Ouais, mais c'est génial. Enfin, après, on pourrait faire un podcast tout entier sur la notion de c'est quoi le succès, c'est quoi le bonheur, etc. On entend tout et n'importe. Enfin, si tu suis ton fil d'actualité LinkedIn, des gens vont te survendre le succès en disant j'ai créé une boîte qui vaut tant, etc. Ouais, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, tu as eu telle et telle maladie justement parce que tu as tiré sur la corde. Bon, est-ce que c'est un succès? Je ne sais pas. Et effectivement, moi, je pense que vu qu'on est passé par ça, on en a pris conscience et on l'essaye en tout cas de l'intégrer bien dans notre quotidien. Mais le succès aujourd'hui, c'est juste d'être confortable en fait et de rendre les gens qui nous entourent heureux. C'est ça. Et c'est ça en fait les petits moments de plaisir, de collectionner les petits moments de plaisir, les petits moments de confort et de faire en sorte que notre vie soit la plus confortable possible et la plus joyeuse possible, enfin la plus marrante possible. Moi j'aime bien jouer, donc Ouais, c'est ça, la plus marrante. la plus Mais marrante, c'est ça. la vie est un jeu, en fait, hein. Exactement. On est là pour Ouais. expérimenter plein de choses et la vie est un jeu. Ouais, Donc, exactement. jouons, en fait. Jouons. Il y a des règles, comme dans un vrai jeu. Bah,
jouons. Ah ouais, mais c'est clair, mais ça, les enfants sont On a les une... cartes, Ouais. il suffit C'est de jouer. ce que font nos enfants, en fait. Enfin, tu les vois, bah, ils sont tristes, ils pleurent, ils sont énervés, ils crient, ils ont faim, bah, ils vont chercher à manger, ils ont soif, ils boivent. Enfin, c'est des trucs tout bêtes que nous, on oublie. Et non, ils veulent kiffer, ils kiffent, quoi. Et nous, ça, on oublie. Et je me rappelle d'une phrase qui m'a bien marqué alors d'un énorme philosophe qui s'appelle Thierry Henry, champion du monde 98 et d'Europe 2000, qui avait fait un podcast sur Canal+, je crois, et dans lequel il a dit une phrase que je trouve vraiment très juste, en disant nos parents nous éduquent et nos enfants nous rééduquent. Et je trouve ça tellement vrai, en fait. Parce que Mmh. quand on regarde, enfin, si vous avez des enfants, regardez vos enfants. Ils ont tout compris, en fait. Et ils vont tout oublier parce qu'on va les conditionner à C'est tout ça. oublier. Mais les enfants, ils ont tout compris. Ils kiffent, ils sont pas contents, ils disent qu'ils sont pas contents, ils veulent pas faire un truc, ils le font pas. Enfin, tu vois, alors, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Mais il y a des fois où on se met des limites où il y en a pas, Bien quoi. sûr. Et en regardant les enfants, bah, ça peut être une bonne manière, en fait, de réapprendre ça, en fait, la Bien sûr, parce que spontanéité. les enfants, ils sont orientés sur leurs besoins primaires, Ouais. vraiment. Mm. Et c'est nous, en fait, hein, comme tu dis, qui nous mettons des trucs en disant si, si, faut qu'on lui achète ça, parce que s'il n'a pas ça, il va pas Mm. bien se développer ou il va pas faire son truc, machin. Mais l'enfant, il a juste besoin qu'on soit là. Mm. Il a besoin d'un câlin, donc on lui fait un câlin. Il a besoin Ouais. de manger. Voilà, il a juste besoin de ça. Un enfant, ça a juste besoin de ça pour se développer correctement. Et après, moi, je partage le truc, c'est qu'on a tout en nous. Mm. L'enfant, mon fils, il a déjà tout en lui, quoi. Ah, mais carrément. Donc, bah, moi, ma philosophie aujourd'hui, grâce au cancer, ça va être de lui dire, bah, vas-y, expérimente Ouais. tout ce que tu peux en ayant connaissance de qui tu es, de tes forces, de tes faiblesses. Et tes faiblesses, c'est pas mal. Mm. Tu vas pouvoir t'appuyer aussi dessus parce qu'une Ouais. faiblesse peut être une force. Donc, Mais ça, c'est clair. Et ça me fait penser, j'ai été interviewé là, sur le sujet du management en début de semaine. Et la personne me demandait, en fait, elle avait interviewé une quinzaine de managers auparavant. Et elle me dit, les 15 managers que j'ai interviewés m'ont dit bah, que pour manager en France, il fallait être fort, qu'il ne fallait pas montrer ses émotions, qu'il ne fallait pas être faible, etc. Et du coup, elle me posait la question de bah, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que pour manager, il faut être fort? Et je lui dis, ouais, il faut être fort pour manager. Par contre, pas de la manière qu'on t'a décrite c'est ça. précédemment, en fait. Parce que les 15 personnes qui t'ont dit ça n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour manager, comme pour tout le reste, en fait, il faut accepter que bah, tu as des peurs. Et tes peurs, c'est des formidables indicateurs, en fait. Tu as des faiblesses. Et tes faiblesses font qui tu es. Et généralement, quand tu as une faiblesse, si tu regardes bien, bah, tu as une force qui va en face, en Mm. fait. Et tu peux pas n'avoir que, ça, c'est le yin et le yang, en fait. Enfin, tu C'est peux pas ça. avoir que le yin. Si tu as le yin, tu as le yang qui va avec. Si tu es perfectionniste, bah, tu as le défaut qui va aller avec, ou si ça dépend si tu perçois ça comme Mm. une qualité ou quoi. Si tu es spontané, bah, forcément, tu vas manquer d'organisation. Enfin, c'est logique, en fait. Tu peux pas avoir les deux. Donc ça, c'est voilà, la vraie force, c'est ça. Et la force qui voudrait de travailler dur pour réussir, qui voudrait sois fort, montre pas tes faiblesses, faut pas pleurer parce que Mm. tu es un homme ou même parce que tu es une femme d'ailleurs, Mm. puis que les femmes sont fortes maintenant, donc faut pas pleurer ou je sais pas quoi. Bah, tu gardes tout en toi, tu as une boule au ventre, tu as une boule là, Et puis la et boule, ça derrière, il se finit par passe, un voilà, cancer. et Voilà. ça finit par Ou un autre chose. cancer, un burn-out, une dépression, tellement de trucs, quoi. Mm. Donc voilà, Vivez vos émotions. carrément. Ils sont faits pour vivre. L'émotion, Mm. je le dis souvent, mais et ça c'est mon coach Eddy qui dit ça, émotion, donc c'est E, motion, E pour énergie, l'énergie en mouvement. Ouais, Si vous carrément. contraignez une énergie et que vous la contraignez, elle va tourner sur elle-même, bloquer à un endroit, et Mm. une fois qu'elle tourne sur elle-même, vous savez, ça fait une boule d'énergie, et la boule d'énergie, voilà. C'est ça. Donc, emotion, laissez passer l'énergie, quoi. Comme vos enfants, regardez vos enfants, ils ont envie de rire, ils rigolent à gorge déployée, Ah ouais, ils sont carrément. énervés, ils crient un coup, et puis ça redescend. C'est clair. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, enfin, la peur, l'énervement, la frustration, c'est des indicateurs que vous devez écouter, en fait. Mm. C'est des indicateurs qui vous montrent que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'êtes pas à un endroit qui vous va. Quand on a une boule au ventre, bah, il ne faut pas faire en sorte d'étouffer cette boule au ventre. Il faut juste comprendre pourquoi on l'a. Mm. Tu vois, pourquoi j'ai cette boule au ventre quand je vais au bureau? Pourquoi quand je vais dans le bureau de mon DG, j'ai une boule au ventre à chaque fois, quoi? Bah, c'est peut-être que ton DG, il n'a pas la bonne méthode de management avec toi. C'est peut-être parce qu'il n'a pas la bonne personnalité pour travailler avec toi. Et c'est peut-être juste que tu n'as pas travaillé avec lui, en fait. Donc, plutôt que d'étouffer ça et de te dire, bah, vas-y, j'avance comme ça, la schlag, en me faisant mal et en me disant, non, non, j'ai pas de boule au ventre, j'ai pas de boule au ventre,
bah, tu feras une dépression, tu Mmh. feras un burn-out, tu feras un cancer parce que, comme tu le dis, l'énergie en mouvement, tu as des douleurs, c'est pas anodin, tu tes organes ou je sais pas Ouais, quoi, ouais, tu ouais, ton c'est corps dans ouais, tous ouais. les cas et voilà, est-ce que ça en vaut la chandelle, quoi? C'est ouais, OK, tu peux avancer comme ça, tu peux faire semblant toute ta vie, mais le prix que tu vas payer derrière, Mmh. est-ce que ça vaut le coup? Bah, la C'est ça, question, c'est à vous de vous la poser, j'ai pas la c'est ça. réponse. Non, c'est propre à chacun, en fait. Exact, ouais. C'est les il y a un truc de poids, hein, tu l'as dit, c'est les 2 grammes d'effort qu'on va faire pour dire: «OK, je suis pas j'ai cette boule-là, pourquoi j'ai ça? Pourquoi je ressens ça?» On va chercher un peu, bah, ça va vous être donné en 2 tonnes de bonheur et d'amour Mmh. et de tout ce qui donc des fois, il faut payer les 2 grammes Ouais, bah, c'est ça. pour pouvoir, récolter, les 2 tonnes, en fait. C'est Donc ça. bon écoute, bah, super, merci pour, ce passage. Et bah, de On rien. pourrait effectivement en parler des heures. Mmh. Malheureusement, je limite à 30 minutes Ça et donc marche. du coup, on va parler de ton livre. Je suis très fier de l'avoir parce que, bah, on en a parlé Ouais, et puis, bah, tu l'as fait. Du ouais. coup, donc le livre de Ludo, voilà, Ludovic Salen, La route Du du bonheur semblant, bonheur ouais. semblant. C'est ça, Alors exactement. raconte-nous un petit peu, bah, du coup, tu en as parlé un peu, de d'où est parti ce livre Ouais. et puis, bah, ce qu'on peut y retrouver et comment, ça peut, Ouais, bah, déjà, aider. je voulais te remercier par rapport à ce livre parce que mine de rien, on en a parlé et tu le sais et bah, tu es dans la case remerciements donc tu es au courant de ça mais c'est vrai que toi, d'avoir écrit, en 1er un livre, enfin moi, c'est toujours un truc que je voulais faire. C'était un truc que j'avais sur ma to do list et que j'aurais peut-être fait un jour, mais que je n'aurais pas fait si vite si tu l'avais pas fait. Donc le fait que tu le fasses et que je puisse me dire: «Bah, en fait, c'est possible parce que Guillaume l'a fait et en plus, je vais pouvoir lui demander des conseils et je te remercie Mmh. pour tous les conseils que tu m'as Mais c'est apportés». ça aussi, là, je te coupe, excuse-moi, mais là, on parle de l'inspiration. C'est aller voir des gens qui vous inspirent et si eux, ils l'ont fait, vous pouvez le faire. C'est Exactement, juste ça. exactement et carrément et ouais, ouais, c'est hyper important. Donc je voulais vraiment te remercier par rapport à ça et après sinon le point de départ de ce livre-là, bah, effectivement, moi, c'est mon burn-out que j'ai fait en 2018 du coup. Le vrai burn-out, pas celui que tu vois sur YouTube en mode, j'ai fait une crise d'angoisse et puis du coup, j'ai arrêté de travailler pendant 3 semaines et j'ai pris un Airbnb autour d'une piscine, j'ai lu des livres et je suis revenu, au travail avec des idées toutes neuves et tout allait bien. Mmh. Ça, c'est pas un burn-out, ça, c'est juste, bah, tu es fatigué, prends des vacances en fait. Ça, c'est juste voilà, donc le vrai burn-out, si je donne quelques détails, c'est je pouvais plus sortir de chez moi. Quand j'étais dans la rue et que, bah, je m'éloignais de 30 mètres de ma maison, je faisais une crise d'angoisse et Mmh. j'avais l'impression que j'allais mourir dans la rue. Donc voilà, j'ai pas pu travailler pendant 6 mois, je pouvais pas être tout seul chez moi, je pouvais pas non plus partir en déplacement, j'avais du mal à travailler. Enfin, c'était vraiment, quelque chose de très violent. Pour le coup, je pouvais plus vivre, quoi. Donc c'était, Tu voilà. dormais très mal, Ah, je dormais tu t'alimentais pas mal du tout aussi, enfin voilà, et tu ouais, c'est clair. Bah, je me tout ça, souviens, c'est d'une fois, d'avoir enchaîné 4 nuits blanches. Alors, je pensais pas que c'était possible, hein. Mais 4 nuits blanches sans dormir, on n'est plus très clair après. Et on le cerveau tourne bizarrement et je le souhaite franchement à personne, pour le coup. Donc ouais, effectivement, donc c'était, vraiment un burn-out très, 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 très costaud. Mais malgré tout, en fait, en fait, ce burn-out-là a été la conséquence de prise de conscience que j'ai eue depuis tout petit. Alors je vais pas spoiler le livre, je décris tout ça un peu dans le livre, mais j'ai pris conscience notamment de la mort, vers 5 6 ans, donc c'était un peu tôt, on va mmh. dire, pour un enfant de prendre conscience de tout ça. C'est des trucs qui m'ont bien traumatisé, que j'ai gardé, à l'esprit, toute ma vie. Mon père est décédé quand j'avais 17 ans et c'est pareil, j'ai pris conscience de certaines choses à ce moment-là. J'ai pris conscience, en fait, de plein de choses. J'avais plein de messages comme ça dans ma tête, mais je les ai pas écoutés Mmh. et à 33 ans, du coup, l'âge du Christ, mon corps m'a dit: «Bon, bah, j'en ai marre que tu m'écoutes pas, donc bah, je vais t'envoyer le message différemment» et il m'a envoyé un message qui a fait que, bah, effectivement, je pouvais plus vivre et donc j'ai pris conscience, comme toi, que la vie était courte, comme toi, qu'on se bridait pour rien, et qu'il y avait plein de messages qui nous étaient envoyés, que ce soit via la peur, que la colère et cetera, parfois la dépression, parfois l'ennui. Bah, c'est des messages qu'on doit écouter parce que derrière, il y a des vraies choses et que si on va chercher ces vraies choses, en fait, on peut lever les blocages et je suis assez convaincu et c'est un peu l'histoire du livre qu'en fait, dès l'enfance, parce qu'on parlait tout à l'heure Mmh. des enfants justement, ils ont tout à la naissance et qu'en fait, les parents, la société et plein de choses, même l'école, enfin je Ah parle mais de bien sûr, l'école dans ouais, le ouais, livre ouais. et c'est lié, Mmh.
tout ça va brider l'enfant, en fait, et l'enfant va vivre des traumatismes, alors plus ou moins grands, ça dépend des gens. C'est très subjectif. Il y a des gens qui vivront pas de gros cataclysmes comme ça vu de l'extérieur, mais ils seront traumatisés pour des raisons X ou Y. Et je pense que ces traumatismes-là, on les garde et ça nous pousse à faire semblant. Et dans le livre, en fait, je parle de 3 syndromes qui me paraissent moins importants. C'est le syndrome de l'imposteur, Mm. faire semblant qu'on est un autre pour avoir la reconnaissance, pour pas être rejeté, pour pas être abandonné. C'est un des syndromes. Le syndrome du bon élève aussi, de je veux tout faire parfaitement parce que sinon mes parents ils vont plus m'aimer, parce que sinon personne m'aimera, parce que je serai rejeté, etc. Et puis le troisième, il faudrait que je regarde parce que du coup, je l'ai oublié, mais c'est le syndrome du super-héros. Et le syndrome du super-héros, c'est je veux sauver le monde. Et en fait, sauver le monde, on ne peut pas. Ou en tout cas, peut-être qu'on peut, mais ça a un prix. Et je ne suis pas sûr qu'on soit prêt à payer ce prix-là parce que j'ai essayé, je peux vous dire que la facture est très, très élevée. Mais en fait, on peut peut-être pas sauver le monde, mais on peut changer son monde à soi. Et t'en parlais tout à l'heure, en fait, en disant que si on est heureux, si on s'occupe de notre environnement proche, en fait, on va avoir un impact positif Ça sur notre rayonne, environnement bien proche, sûr. qui aura un impact sur son Ça environnement va proche, et ça rayonner. va rayonner. Et Ouais. si tout le monde fait ça, là, oui, on peut changer le monde. Exactement. Et c'est exactement ça. Et en fait, on a ces 3 symptômes-là, en fait, ces 3 syndromes de l'imposteur, du super-héros, du bon élève, on les a tous. C'est ce qui nous empêche de prendre le boulot qu'on veut prendre, qui nous empêche de créer une boîte, si on veut créer une boîte, qui nous empêche de prendre des cours de théâtre, d'aller parler à cette fille ou à cet homme, bref, peu importe. Bref, tout ce qui nous empêche de passer à l'action. Et si on comprend vraiment d'où viennent ces symptômes, c'est-à-dire pourquoi j'ai commencé à faire l'imposteur quand j'étais petit, pourquoi j'ai commencé à vouloir faire les choses parfaites avec le syndrome du bon élève, ou pourquoi j'ai voulu sauver le monde avec le syndrome du super-héros, si on comprend ce qu'il y a derrière, en fait, on va comprendre qu'aujourd'hui, d'avoir ces uniformes, ces costumes, Ces masques, moi j'appelle ça. ces masques, exactement, ouais, on peut l'appeler effectivement de différentes manières. On se rend compte que ces masques qui nous ont sauvés petits, qui nous ont permis d'avancer vers l'âge adulte, aujourd'hui nous empêchent de vivre. Et si on comprend ça, en fait, les masques, on les pose. C'est difficile parce qu'on se fout à poil devant tout le monde. Et on arrête d'être l'imposteur, on arrête d'être le bon élève, on arrête d'être le super-héros. On est juste normal, on est juste soi, on est juste authentique. Donc c'est difficile au départ, mais si on commence à le faire, en fait, on se rend compte que c'est pas plus mal, qu'on est plus léger, qu'on a moins de choses sur ses épaules. Et on se rend compte que d'échouer, la peur de l'échec, en fait, c'est pas si grave, que quand on a peur, en fait, c'est hyper révélateur d'un truc qu'on a envie de faire, en fait. Mais plutôt que de camoufler la peur, prenons ça comme un signal positif de le faire. Et donc, je donne plein d'astuces, en fait, pour enlever le masque de la manière la plus confortable possible, parce que moi, j'ai dû l'enlever violemment avec le burn-out, en fait. C'est ça. On t'a demandé de l'arracher. Je l'ai arraché, j'ai tout pété, voilà, j'ai tout mis sur la table en même temps et j'ai tout géré comme ça, parce que je suis aussi un peu comme ça. Mais en fait, si on prend le temps de comprendre pourquoi on a le masque et qu'on accepte ces raisons, et qu'on se dit, en fait, c'est pas si grave, et si je me montre comme je suis, c'est pas si grave, qu'on enlève le masque et qu'on se rend compte qu'en fait, on a peut-être plus de mérite comme ça, que les gens nous trouvent peut-être mieux comme ça, parce que... Ou aussi, les gens nous disent, je trouve que tu as changé. Ah ouais, carrément, c'est clair, c'est clair. Je trouve que tu as changé, tu n'es plus pareil. Ouais, c'est clair. Et je me souviens, moi, avant mon burn-out, je disais un truc qui va peut-être parler à pas mal de personnes qui nous écoutent, mais je disais à Anaïs, qui est ma conjointe, je lui disais, mais en fait, je suis embarrassé parce que, je me sens pas bien parce que il y a plein de gens qui m'aiment pas pour quelqu'un que je suis pas, parce qu'ils me trouvent hautain, prétentieux, etc., ce qui est une armure. Et il y a plein de gens, à l'inverse, qui m'aiment pour quelqu'un que je suis pas non plus. Donc, en fait, je me disais, mais en fait, il y a un truc qui va pas. En fait, on m'aime pas pour quelqu'un que je suis pas, mais les gens qui m'aiment, ils m'aiment pour quelqu'un que je suis pas non plus. En fait, je me sentais très, très bizarre face à ça. C'est juste logique, en fait. On fait semblant, on envoie une image, on joue des rôles. Forcément, les gens qui sont autour de nous sont là pour la personne qu'on montre et non pas pour la personne qu'on est. Et des fois, ça peut créer quand même pas mal de décalage. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est sur la route du bonheur semblant. C'est aussi pour ça que le livre s'appelle comme ça. C'est qu'on fait semblant d'être heureux et en fait, on ne l'est pas. Et il y a plein de messages autour de nous qui essayent de nous rappeler ça. On les écoute de moins en moins. Et ce qui est grave, ce qui est dangereux avec ça, c'est que plus le temps passe, moins on entend cette petite voix parce qu'elle a de moins en moins d'énergie, elle peut de moins en moins se faire entendre. Et on a mis aussi de plus en plus de barrières pour ne pas l'entendre. Et donc, on se retrouve, quand on arrive, on va dire, en fin de vie, quand les jours qui nous restent sont moins nombreux que les jours qu'on a aujourd'hui, on se retrouve dans un club que j'aime bien appeler le club des lèvres pincées. Tu feras attention quand tu te balades dans la rue, il y a des personnes âgées avec des lèvres très tirées, très pincées, qui sont un peu voûtées, qui se baladent. Et tu sens qu'ils ont une vie difficile et tu sens que la vie qu'ils ont eue, ce n'est pas celle qu'ils voulaient. Et tu sens qu'ils sont aigris. Et du coup, le risque face à tout ça, c'est que si on garde le syndrome de l'imposteur, du bon élève et du super-héros, on risque de finir soit dans le club des lèvres pincées ou soit effectivement sur son livre. C'est peut-être un lapsus révélateur, mais sur son lit de mort. Ouais.
dans les 5% dont C'est tu ça. parlais tout à l'heure en conclusion de ton livre. Enfin, dans les 95% Dans les 95%, pardon, ouais, de exact. personnes Ouais, qui regrettent de ne pas exact. avoir fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. C'est ça. Écoute, je pense qu'on a fait plus d'une demi-heure, mais c'est pas Ouais, grave, c'est c'est possible. cool parce qu'on pourrait parler des heures tous les deux de tout ça. Et Carrément. du coup, où est-ce qu'on peut retrouver ton livre? Je le remontre du coup. Tac. Yes, alors Ludovic donc du Salem. coup, le livre La route du bonheur semblant, bah, vous pouvez le retrouver un peu partout, déjà sur le site internet du livre, donc laroutedubonheursemblant.fr. Je remettrai les choses dans les Ouais, descriptions. cool, bah, merci Guillaume. Si vous passez par l'option en direct, bah, je peux gérer les dédicaces, donc si vous voulez un petit mot dans le livre, ça sera avec plaisir. Sinon, il est disponible sur Amazon, il est disponible à la FNAC également, dans certaines librairies. Donc voilà, bon, les librairies, c'est un peu compliqué avec le Covid, le confinement, etc. Donc c'est quand même assez rare pour le trouver en rayon aujourd'hui, mais vous pouvez le commander par votre libraire. Mais bon, c'est vrai que la meilleure option pour moi est de passer en direct sur le site du livre. Après, il est dispo partout. Donc, vous tapez La route du bonheur. Et même là, il commence à y avoir les suggestions Google. Donc, je commence à être content. Vous tapez La route du bonheur semblant sur Google, vous me trouvez. Et vous pouvez trouver le livre un peu partout. Ok, donc si vous vous retrouvez dans tout ce qu'on a dit, le livre de Ludo et puis le mien aussi. Le mien, c'est que c'est complètement différent, mais on aborde des sujets qui sont identiques, entre guillemets, mais c'est différent. Moi, c'est tourné vers l'émotion, vers l'intérieur. Ludo est plus pragmatique et vous donne vraiment des bonnes clés. Donc les deux sont comment on appelle ça, sont complémentaires. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le mien, vous pouvez le trouver donc du coup sur Radio Cancer avec un S.fr et pareil sur Amazon et dans quelques librairies normandes notamment. Donc, écoute, Ludo, merci beaucoup. Merci à toi pour cet épisode. Et puis, à très bientôt sur la route du vrai bonheur cette fois. Du bonheur véritable, exactement. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. Salut.